J'ai fait plusieurs tentatives de suicide par overdose. Les pompiers m'ont ramené à la vie. Et une bagarre pour une histoire de drogue, un trafic. Bon, je ne pouvais plus voler ni dealer. Ouais. Comme si Dieu avait éclairé quelque chose. Mais en même temps, j'étais perdu. Quand on m'a reproposé de la drogue, et Dieu sait si on me l'a proposé gratuitement, j'ai pas pu résister. Ouais. Mon identité, c'était toxicomane. Et là, en fait, je me suis retrouvé voilà, avec une certitude, c'est que pourquoi, j'en sais rien, j'ai une lame dans la main, je vais pour m'ouvrir les veines, je m'adresse à Dieu. Mais avec une certitude, comme j'avais fait beaucoup de mal, c'est très bizarre ce que je veux dire, j'avais la conviction de me retrouver en enfer. En enfer. Simplement, dans cette belle histoire, malheureusement, la drogue est venue casser cette belle histoire, puisque aux 20 ans de ma compagne, alors qu'elle était enceinte et qu'on voulait changer de vie, moi je venais d'avoir 24 ans, on annonce à ma compagne qu'elle a le sida. Et qu'on est obligé de faire une interruption de grossesse au 4e mois de grossesse de l'enfant. Et là, ça a été d'une violence extrême. Tu couches avec des gens dehors et tout ça, tu couches avec eux et tout ça, en plus tu prends des photos sexuelles, tu envoies au et tout ça. Il va me demander aussi de lui faire des fellations, parce que j'ai été violée avec ma grand-mère qui est partie aussi si tôt. Et je me suis dit, ah, vas-y. On s'est fait attaquer, j'ai jamais vraiment eu peur, j'ai juste eu une l'adrénaline. Bonjour à tous. J'ai couché avec une personne avant le mariage. Écoute-moi aussi. Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission Emma, écoute-moi aussi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Gay, un intervenant, conférencier et auteur de plusieurs livres, qui est venu nous partager son histoire, mais surtout son témoignage. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci, c'est une grande joie. Merci beaucoup, plaisir partagé. Donc, dans un premier temps, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ta présentation en général? Comment est-ce que tu te présenterais si je te demande qui es-tu, Laurent Gay? Alors, on va commencer au niveau professionnel. Donc, je suis auteur aujourd'hui. Donc, on me demande d'écrire des livres. Je suis conférencier. Donc, je fais beaucoup de conférences, particulièrement dans les écoles, particulièrement dans le monde de la jeunesse. Voilà, donc je suis un intervenant. Voilà, après, il y aurait énormément de choses à dire, mais voilà, déjà dans ce cadre-là. Et je suis un passionné. Voilà. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de ton histoire. Dans un premier temps, est-ce qu'on peut revenir un peu sur le contexte familial dans lequel tu as grandi, si tu as des souvenirs de cet environnement familial-là, justement? Oui, alors déjà l'environnement, là où j'ai grandi, donc à Paris-Nord, donc entre Porte de la Chapelle, Porte d'Aubervilliers, à une certaine époque, quartier un petit peu difficile, voilà. Donc climat familial un petit peu. Bon, c'était une époque où les parents montraient pas beaucoup d'affection. C'était pas, voilà, moi j'ai rarement entendu mon père me dire je t'aime ou c'est bien mon grand. Bon, voilà. Donc j'avais un grand frère et qui était mon aîné. Il avait 6 ans de plus que moi et quand il est parti de la maison, moi j'avais à peu près 12 ans, j'ai vraiment vécu ça comme une trahison. Ah oui. Parce que mon grand frère, c'était mon grand frère. Et moi, j'étais pas quelqu'un de particulièrement affectif. En fait, moi, j'avais peur. Le monde me faisait peur. J'étais beaucoup dans les fausses croyances. J'ai cru qu'on m'aimait pas, j'ai cru que j'étais débile. J'ai eu très très tôt un trouble de l'apprentissage lecture et puis j'étais ce qu'on appelle dyslexique, mais ça a jamais été diagnostiqué. D'accord. Et du coup, mon frère, c'était un pilier. Voilà, il représentait quelque chose pour moi. J'ai pas été battu, j'ai pas été maltraité, tout ça, mais un ressenti de pas être aimé. Voilà, ça c'était. Et pourquoi ce ressenti? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu as peut-être, je sais pas, des souvenirs qui reviennent, des préférences de tes parents que tu as pu percevoir? Alors non, c'était comme ça. Mon père, il parlait à des gens, mais il nous parlait pas à nous. Voilà, et quand il nous parlait, j'étais un peu des remontrances pour pas dire autre chose. Et puis il y a quelque chose qui, bon, c'était une époque, on mangeait à table, on n'avait pas le droit de parler parce que mon père regardait la télé et on n'avait pas le droit de regarder la télé. Alors bon, c'était un contexte, voilà. Et puis un enfant qui, voilà, peut-être que j'avais
plus besoin d'attention. Oui. Et voilà. Donc j'étais un enfant au départ qui n'était pas super épanoui. Oui. Au niveau de mon développement personnel, j'étais un enfant très introverti. J'avais même peur de regarder mes parents. Ah oui. Ah oui, j'étais vraiment avec beaucoup de crainte, beaucoup de voilà. Et le pire, ça a été à l'école parce que comme j'étais plutôt en échec scolaire, parce que le fait d'être dyslexique, je me suis retrouvé dans une classe. À l'époque, on appelait ça des classes de transition. D'accord. Alors, je ne sais pas où on transitait. En primaire, il y avait des élèves qui avaient redoublé 3 fois. Ah oui. Il y en avait un 4 fois, il avait presque de la barbe. Et ces garçons, ils n'ont pas été très gentils avec moi. Ah oui. Donc, contexte familial, contexte école, ça a été très compliqué. Et du fait que mon frère peint, j'ai un peu basculé dans la violence. Ouais. Je me suis un peu bagarré pour pas me laisser faire, parce qu'au départ, j'étais un enfant qui avait peur de tout. Et puis après, en fait, je pense que voilà, c'est une expression, la violence. Oui, bien sûr. Et je me suis exprimé par la violence et j'ai fait les mauvaises rencontres puisque ces garçons-là, c'est devenu mes copains. Voilà. Et du coup, c'était peut-être pas les meilleurs copains. Ouais. Voilà. Et en même temps, c'était la première fois que j'avais des copains. Et du coup, je me suis laissé très très vite embarquer dans le monde des bêtises d'abord, voilà, parce que un petit gamin. Puis très vite, le vol, la petite délinquance et la drogue. Ouais. Donc j'ai commencé à fumer n'importe quoi, particulièrement du shit. Ouais. Voilà, et puis et mes parents, à un moment donné, ils savaient plus quoi faire. Donc le cadre pour un enfant, ça le rassure. Quand il n'y a pas de cadre, une absence d'autorité, je le dis souvent, c'est un crime pour un enfant. Bien sûr. Parce que l'enfant, il va se construire justement avec des limites. Il va voilà. Alors du coup, là, j'ai pas mal vrillé. Oui, parce que tes parents, en fait, ils savaient plus quoi faire, donc ils te laissaient totalement exactement, libre. c'est ça. Alors, il y avait la confrontation quand même. Mais à un moment donné, on en a marre de faire la guerre avec son enfant, quoi. Oui. Donc, mes parents, alors, j'aurais eu le profil d'être placé, parce que j'ai fait quand même... j'ai été arrêté plusieurs fois, alors des petits larcins, mais garde à vue quand même, les brigades des mineurs, les juges, tout un tas de trucs. J'étais déscolarisé en 4e. Ah oui. J'ai vendu de la drogue au collège, j'ai fait la totale, quoi. Mais mes parents, ils ont préféré me garder. Super. Même si c'était difficile, voilà. Mais moi, malheureusement, la drogue a été comme alors c'est terrible de dire ça, mais comme une solution à ce mal-être. À ce mal-être-là. Enfin, moi, je crois que la nature a l'horreur du vide. Et quand on ne ressent pas d'amour, je dis bien un ressenti, il y avait comme un vide en moi, et donc on essaye de compenser. Donc voilà, moi malheureusement c'était ces fréquentations, puis après ça a été de la drogue. C'est ça s'est venu combler en fait un manque, un vide que tu ressentais vis-à-vis de ta famille, du contexte familial, de ce rejet-là. De ma personne aussi. De ta personne. J'étais pas bien. J'étais un enfant, j'ai jamais pratiqué la joie de vivre. J'étais très enfermé sur moi-même. Et c'est ça où c'est terrible, parce que c'est un piège, la drogue. J'ai eu l'impression d'extérioriser des choses avec la drogue. J'étais quelqu'un d'autre, en fait. Ouais. C'est horrible de dire ça, mais ce personnage-là, il m'a collé à peu près 20 ans de ma vie, quand même. Quand même, c'est énorme. Donc c'est une réelle addiction. Avant de rentrer justement dans le moment où vraiment ta vie a basculé dans la drogue, j'aimerais revenir sur ce que tu as dit par rapport aux parents, du fait que tes parents ont un peu lâché prise, en fait, ils ont un peu abandonné cette envie de toujours être en confrontation avec toi. Est-ce que selon toi, avec du recul, ce ne serait pas justement aujourd'hui la mauvaise décision qu'ils ont prise? Est-ce qu'ils n'auraient pas dû justement continuer à quand même te donner ce cadre-là, bien que ce soit très compliqué, pour te rassurer aussi en tant qu'enfant et te permettre peut-être un jour de revenir dans le droit chemin, entre guillemets, si je puis dire? Ouais, alors je veux pas jeter une pierre à mes parents, parce que en fait eux ont fait ce qu'ils pouvaient. Bien sûr. Et alors des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est vrai. En fait,
mes parents travaillaient tous les deux, donc moi je manquais de rien. Je n'étais pas alors, excusez-moi dans l'expression, dans l'expression que je vais dire, je n'étais pas, entre guillemets, un cassos. Oui, je vois. J'ai grandi dans les quartiers, mais comparé à d'autres qui avaient des véritables problématiques, des parents séparés, Bien sûr. des violences à la maison, pas de travail, enfin tout ça, moi, mes parents, ils rentraient très tard. En fait, moi, j'ai eu l'impression, alors attention, là aussi, que le travail a volé mes parents. Enfin, je les voyais jamais. Et quand on se voyait, en fait... mon père était tellement fatigué qu'il se posait devant sa télé. Mais ça, c'est avec du recul que tu comprends. Que j'ai compris après. Mais c'est vrai que parents, c'est un des plus beaux métiers du monde, mais on ne l'apprend pas. C'est vrai, et un des plus difficiles aussi. Et c'est le plus difficile parce qu'on est parents toute sa vie d'ailleurs. Exactement. Et on n'a pas... voilà. Et il y avait aussi... Moi, je dis que toutes les époques ont leur lot de difficultés. Moi, donc, moi, j'ai grandi dans les années 68, là, en mai 68, en France, révolution culturelle. Et en fait, la société disait, voilà, on ne savait pas s'il fallait dire oui, c'est bien si tu fais une connerie ou te mettre une tarte. Enfin, voilà, bon, j'en ai pris des tartes, mais voilà. Mais en fait, mes parents, je pense qu'ils étaient perdus. Et face à la drogue, là aussi, c'était quand même c'était une découverte. C'était un peu nouveau. C'était nouveau, on n'en parlait pas. Mes parents, ils étaient complètement perdus par rapport à ça. Alors, en fait, je veux bien... Enfin, je vais essayer de faire comprendre que je n'étais pas délaissé par mes parents, mais en fait, ils n'avaient pas les... Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça m'arriverait, enfin, à mes enfants, le cadre... Et on délaisse pas en fait. Ah ben on délaisse pas, et même s'il faut se battre, oui, bien sûr. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien, et c'est vrai que voilà, et c'est là où peut-être ça a manqué un petit peu de, de sévérité peut-être. Exactement. Mais c'est bien de revenir sur ça, parce qu'il y a beaucoup de parents qui vont vous regarder, qui vont te regarder ton témoignage, qui vivent peut-être des situations similaires avec leurs ados, une période qui est très compliquée, et en tant qu'ado, avec toutes ces difficultés-là que tu as pu rencontrer, cette difficulté aussi avec tes parents, c'est bien d'avoir ce retour d'expérience, de dire que j'aurais préféré avoir justement cette sévérité-là, bien que ce soit compliqué, mais ça aurait pu m'aider en fait à revenir un peu sur le droit chemin, mais c'est un très bon message. Surtout qu'aujourd'hui, on est dans des nouvelles addictions. Exactement. Accessible d'une manière tellement facile, je pense aux écrans, peut-être qu'on en reviendra, et c'est vrai que plus on va être laxiste, plus l'enfant risque d'être immature. Et parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas frustrer les enfants. C'est vrai. Voilà, nos enfants chéris. Alors, aimer, c'est pas forcément faire plaisir, aimer, c'est leur donner ce qui est bon pour eux. Et en règle générale, les parents, ils savent mieux ce qui est beau pour leurs enfants. Vrai. Et puis, il y a des choses qui ne sont pas négociables, et c'est là où quelque part, je pense qu'au niveau des parents, mettre sa vie en danger, c'est pas négociable. Si votre enfant il prend de la drogue ou non, on n'est pas voilà. On peut pas laisser se dire que ça fait trop de problèmes, donc je vais le laisser. Voilà, exactement. Après, je dis pas que c'est facile parce que quand c'est on au quotidien aussi. Et puis quand on est codépendant, c'est-à-dire les parents d'un enfant qui se drogue ou qui est dans des problématiques, c'est vraiment pas simple du tout. Donc, mais ne pas lâcher. Et aujourd'hui, je dirais, on a quand même des relais. On peut être aidé, et je pense que c'est encore plus facile, plus facile. À notre époque, on a quand même plus d'aide que quand mes parents, ils étaient complètement démunis. C'est vrai. Et il faut bien savoir une chose, puisqu'on parle des parents, l'enfant qui est prisonnier dans une dépendance, automatiquement, il va mentir. Il se ment à lui-même, mais moi, j'étais un véritable manipulateur. Alors, avec mon père, on ne se parlait pas trop. Mon père était plutôt... Mais ma mère... Et puis, donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut une véritable cohérence, parce que l'enfant, il sait très bien à qui il va pouvoir... Bien sûr. Voilà. Et donc, c'est terrible de dire ça. Donc, du coup, mes parents, ils s'engueulaient à cause de moi. Enfin, bon, c'était tout. Voilà, une stratégie aussi que tu avais mis en place pour arriver à tes fins. Même si c'était pas conscient. Oui, bien sûr. En fait, moi, ce que je voyais, c'était
mon côté, le plaisir pour moi. Enfin, si je pouvais avoir de l'argent pour me défoncer, ou si, voilà, c'était ça. Et il y a tout un, et ça, c'est le piège de l'addiction, de la drogue. On va fonctionner comme ça pour arriver à son but, quoi. Et mon but, c'était de me défoncer, quoi. Et quand tu te défonçais, justement, qu'est-ce que tu ressentais? Et en fait, j'avais l'impression que ce manque d'amour, cette perception que tu avais. Cette perception du manque d'amour, j'avais l'impression que, voilà, je le compensais par les copains, par... en fait, plus rien n'était sérieux. Je m'en foutais de tout, en fait. Et du coup, je me prenais pas la tête. Enfin, mais c'est un leurre, parce que quand le produit il y avait plus d'effet du produit, et les problèmes étaient encore pires, parce que tu revenais à la réalité. Je revenais à la réalité. Et puis, on va peut-être pas rentrer là-dedans, mais au niveau du cerveau, quand le cerveau il fonctionne incroyablement bien, au niveau de la dopamine, les zones de plaisir, de bonheur, on peut être heureux sans prendre de drogue. Merci, heureusement. Que ce soit le sport, s'amuser, pratiquer tout un tas de choses. Mais par contre, quand on prend de la drogue, en fait, le cerveau va plus sécréter ces zones d'hormones de plaisir. Et c'est pour ça qu'il y a une descente qui fait, on appelle ça un bad, ou on appelle ça être dans le dur. Enfin, on est mal. Donc on va essayer de reprendre de la drogue pour retrouver ces sensations, et en fait c'est une véritable spirale. Oui, c'est ça. Voilà. Et alors j'anticipe un petit peu, mais peut-être. Et du coup, que ça soit l'alcool, la drogue ou toute forme de dépendance, on va toujours chercher un produit plus fort. Oui. Parce qu'un joint, à un moment donné, quand on commence à prendre... en fait, il faut multiplier les doses pour qu'il y en ait le même effet un peu plus fort. Et après, on peut multiplier les produits, un peu d'alcool, un peu de médicaments. Il y a toujours dans les pharmacies... moi, j'étais dedans, quand même. Et puis, à l'âge de 14 ans, les plus grands, les appelaient les grands frères, ils ont proposé de l'héroïne. Et c'est là où ta vie a basculé. L'héroïne, c'est... donc en injection, et le jour où je me suis envoyé ce produit-là, c'est... les sensations sont multipliées par... Et du coup, en fait, on a l'impression d'avoir le cerveau complètement anesthésié, et il n'y a plus de douleur, en fait. Il n'y a plus de douleur mentale, il n'y a plus de... douleur mentale, quand je parle de douleur mentale, tout ce qui me cassait la tête, tout ce qui me... te frustrait. J'étais aux anges, en fait, en quelque sorte. J'aime pas dire ça, mais c'est un peu ça. L'effet que ça te faisait, que ça te procurait, cette manière aussi de réussir à fuir la réalité, cette manière de fuir ta réalité, en fait, qui te faisait pas. Les peurs extérieures, mais les peurs, mes ennemis intérieurs. C'était surtout ça. En fait, je pense que j'étais tout sauf paisible. Et là-dedans, ça travaillait dans ma tête, parce que, j'ai subi à l'école, j'ai subi des choses un peu qui m'ont traumatisé. Même si c'était des gamins. Quand même, ça reste. Que ça soit du harcèlement, alors je ne peux pas appeler ça un abus, mais on m'a humilié. Moi, j'avais l'impression que j'étais plus rien, en fait. Que j'étais sale, j'étais mal, et du coup, tout ça mis bout à bout, en fait, à quoi ça servait de vivre, en fait. Oui. Carrément. Et donc la drogue et ça aussi c'est horrible de dire ça, quand j'étais dans la drogue, j'avais une identité, j'étais un toxico, parce que sinon j'étais rien. Incroyable. Et du coup ça a duré quand même un certain temps. Oui. Mais on n'est pas, alors je le dis, on n'est jamais heureux. Bien sûr. Parce que en fait, il y a toujours une insatisfaction permanente. En fait, là je parle quand on a commencé vraiment à être... en fait, on rêve d'une seule chose, c'est d'arrêter. Et on peut trouver une force en nous pour arrêter. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours cette envie de passer à l'action, d'en reprendre, en fait? C'est ça. En fait, on arrive à arrêter,
Mais une fois qu'on a arrêté, en fait, on n'a qu'un rêve, c'est d'en reprendre. Incroyable. Et c'est comme si, alors c'est une image, comme si notre cerveau était enfermé dans un étau, comme ça, et en fait, on n'arrive pas. Il faut vraiment trouver une déviation ou une motivation supérieure. Voilà, c'est-à-dire quelque chose qui nous anime et une certaine forme de transcendance. C'est pour ça qu'il faut vraiment se projeter dans quelque chose. L'amour peut nous aider, la famille, la rencontre de quelqu'un, Dieu, de naissance. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées par ce stade et qui sont parties aider à l'étranger dans des missions où on les revoit. Avoir des missions de vie. Voilà, exactement. Voilà, trouver un idéal, une raison d'être. Oui. C'est plus une raison d'être. Et c'est ce qui m'a permis de me sortir de tout ça. Donc là, je le dis aux auditeurs qui nous écoutent, il y a beaucoup de recul dans ma discussion. Bien sûr. Là, mais quand on est dedans, malheureusement, on voit pas ça. Voilà, on voit pas et on n'a même pas. On peut même pas imaginer qu'on peut y arriver. Et par rapport à ta famille, justement, quand tu étais dans cette période-là, c'était quoi les relations que tu avais avec ta mère, ton grand frère, tes parents? Est-ce qu'ils ont essayé de t'aider aussi à t'en sortir ou est-ce qu'ils t'ont laissé? Comment est-ce que c'était au niveau de ces relations-là? Alors là, ça a été très compliqué parce que en fait, il y a une véritable impuissance. Mon frère m'a aidé beaucoup. Je suis parti avec lui pour décrocher, pour partir en vacances ou dans des endroits où il partait, il m'emmenait. Et puis mes parents, ils savaient plus quoi faire. Ils étaient vraiment perdus parce qu'à un moment donné, voilà, moi j'étais totalement perdu. Ma mère m'a vu dans des états où voilà, où j'avais fait des overdoses, où j'étais parti de la maison pendant, voilà, là j'étais encore chez moi. Et puis après je suis parti de chez moi, et là ça a été, des fois mes parents ils m'ont retrouvé dans des états. Par contre ma mère m'a toujours dit ça, et ça a été vraiment une aide. Elle m'a dit, quoi qu'il t'arrive, tu seras toujours notre enfant, et la maison te sera toujours ouverte. Wow. Et ça, même si moi j'ai fait mon parcours dans la rue, dans la violence, dans tout un tas de trucs, quelque part, je me disais, c'est moi qui n'avais pas envie, j'avais une espèce de fierté, je voulais m'en sortir par mes propres moyens. Et c'est toujours difficile de voir, moi ma mère elle a pleuré tous les jours à cause de moi. J'imagine. Et pour moi c'était comme je pensais qu'une maman, je pensais que c'était une maman que c'était fait pour pleurer. Vous voyez comment on est voilà, et on s'en rend même plus compte. On est complètement déconnecté de la réalité, en fait. Complètement, et c'est une véritable souffrance. Et en fait, on ne voit jamais le bout. C'est ça qui est terrible. Alors, voilà, j'ai essayé d'arrêter, mais à chaque fois, voilà, je retombais dedans, je fais des cures de désintoxication, mais à chaque fois, je reprenais, quoi. Et par rapport à ton vécu, ton expérience aujourd'hui, quels conseils tu pourrais donner à des parents, à des familles qui vivent la même chose vis-à-vis d'un membre de leur famille? Alors, c'est là où aussi on arrive un petit peu à être très vite confronté à un mur, parce qu'il y a très peu de structures, en fait. Alors ça existe, moi maintenant je connais pas mal de structures. Alors moi je dirais que mon travail est plus en amont, c'est-à-dire plus dans la prévention, parce qu'un profil on le voit arriver. D'accord. C'est-à-dire que quand notre enfant il commence à, voilà, on s'est aperçu qu'il fumait du shit. C'est là qu'il faut mettre les mots. Okay. C'est là où il faut vraiment, c'est pas anodin. Et alors peut-être que c'est une expérience qu'il a fait, une sortie, une fête, ok, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais déjà, à ce moment-là, il faut quand même remettre les choses en place, parce que ce produit, aujourd'hui, dans le cerveau d'un jeune qui n'est pas tout à fait construit, peut avoir des conséquences immédiates. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que le cannabis, alors,
parce qu'il est bridé, parce qu'il voilà, le THC qu'il y a dedans va avoir comme conséquence première, c'est voilà, comme un vieillissement précoce du cerveau. Ah oui. Donc automatiquement, à l'âge où on construit notre comportement, notre caractère, la mémoire, etc., si on a un vieillissement précoce du cerveau, on aura du mal à apprendre, on aura du mal à comprendre, et puis surtout, ça nous intéressera plus. Ouais. On va rechercher uniquement ce plaisir, genre de oui. Plaisir pour soulager un mal ou pour faire comme les autres. Enfin, il y a toujours une excuse à... Voilà. Donc c'est vrai que tu as eu, on va dire, une jeunesse assez perturbée, aussi violente, avec tout ce qui va être la drogue, ce qui va te conduire justement à la prison. C'est ça, cette prison-là qui va être aujourd'hui une continuité logique de ton cheminement, en tout cas vers cette manière-là de te construire, malheureusement, ou te déconstruire aussi. Ce passage en prison, ça a été quoi l'élément déclencheur ? Alors, pourquoi j'ai été en prison ? Voilà, pourquoi tu es parti en prison ? Alors, sans rentrer trop dans les détails, en fait, c'était en plus une période où j'avais eu un sursaut, puisque j'avais rencontré quelqu'un, ma première compagne, où on avait eu une belle histoire. Simplement, dans cette belle histoire, malheureusement, la drogue est venu casser cette belle histoire, puisque aux 20 ans de ma compagne, alors qu'elle était enceinte et qu'on voulait changer de vie, moi je venais d'avoir 24 ans, on annonce à ma compagne qu'elle a le sida. Et qu'on est obligé de faire une interruption de grossesse au 4e mois de grossesse de l'enfant. Et là, c'était d'une violence extrême. Et ça a été un moment... où on a basculé. Donc j'ai fait plusieurs tentatives de suicide par overdose. Les pompiers m'ont ramené à la vie. Et une bagarre pour une histoire de drogue, un trafic. Bon, j'ai un de mes potes qui se fait agresser. Je vais le défendre. Voilà, on appelle ça une rixe. Et donc, je suis accusé. Et donc, on me met en prison en maison d'arrêt à Fresnes, région parisienne. Donc j'arrive là-bas, on est en 1987, donc bon, aujourd'hui ça m'arrive de visiter les prisons, il y a eu tout un changement, mais à Fresnes, dans ces années-là, c'est très très dur, prison très très dure, il y avait une surpopulation, donc moi j'arrive dans une cellule de 3, sauf que je suis le 4e. Donc il y a 3 lits superposés et il y a 3 lascars. Et donc moi on me met une paillasse, je suis le 4e. Voilà. À l'époque, on donnait rien contre le manque physique de drogue. Donc l'héroïne, moi j'étais accro. C'était héroïnomane, c'est ça ? Oui, c'est ça, ouais. Donc plusieurs semaines où je ne pouvais même pas sortir en promenade, sortir. J'étais vraiment malade, voilà. Parce que quand tu as la dépendance, justement, tu as aussi des effets physiques qui surviennent par le manque. Le manque physique, c'est horrible. Et c'est pour ça que les toxicomanes ont peur. Parce que quand on arrête, automatiquement, le corps, pour être sevré, va manifester des douleurs. Donc, et ces douleurs sont très fortes. Et c'est ça que le toxicomane ne veut pas confronter. Oui, parce que c'est vrai que c'est dur. Alors, en règle générale, plus les jours passent, plus ça s'estompe, la douleur s'estompe. Et après, c'est dans la tête. En tous les cas, une fois que j'ai commencé à réaliser tout ce que j'avais fait on m'annonce à mon tour que je suis porteur de cette maladie qui s'appelle le sida. Et à l'époque, il n'y a aucun traitement. Et donc on est en plein dans ces années-là. Et là, je suis convaincu que je ne verrai plus la liberté, que je vais mourir en prison. Donc là, moi, je laisse mes pensées être envahies de pensées de mort. Je me fabrique un objet tranchant avec ce que je peux. Malheureusement, c'est très facile. En prison, il y a beaucoup de suicides. J'attends que les détenus s'endorment. Et au milieu de la nuit, voilà, au moment de m'ouvrir les veines, je crois que pour la première fois de ma vie, je suis face à moi-même. Et je dirais même en vérité face à moi-même. Parce que tout à l'heure, je l'ai dit, mon identité, c'était toxicomane.
Et là, en fait, je me suis retrouvé voilà, Face. avec une certitude, c'est que si je m'ouvrais les veines, où j'allais aller. Moi, je n'étais pas croyant, hein. Ouais. Mais avec une certitude, comme j'avais fait beaucoup de mal, c'est très bizarre ce que je veux dire, j'avais la conviction de me retrouver en enfer. En enfer. Alors que tu croyais pas ni à Non, l'enfer, ni au non, paradis. j'étais pas du tout, t'es pas croyant. pas d'éducation religieuse. Et là, pourquoi? J'en sais rien, j'ai une lame dans la main, je vais pour m'ouvrir les veines, je m'adresse à Dieu. Incroyable. Et je dis, voilà, si tu existes, voilà, si tu peux me faire une place dans ton paradis. Pourquoi j'ai dit ça? J'en sais rien. Je me mets à pleurer. Donc, ouais, ça va arriver très peu de pleurer. Oui. Et là, en fait, et je ne contrôle plus et Qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là, quand tu te livrais, en fait, en quelque sorte, ben, à je Dieu? pense que c'est ça, pour la première fois, le fait de me... En fait, j'ai l'impression, c'est une image, hein, que tous mes murs sont tombés. Toutes mes protections, toutes mes je sais pas, Barrières, voilà, ouais, est-ce que tout ce qui me protégeait, j'étais vraiment... Et là, j'étais quand même à 2 doigts de m'ouvrir les veines. Hein, voilà. Et donc, je pense que j'étais vulnérable. Oui. Voilà, T'es vulnérable. redevenu peut-être le petit Laurent. Exactement. Et ces larmes, pour moi, ont été des larmes de libération, en fait. Et plus je pleurais, plus je ressentais au-dedans de moi comme une paix. J'avais jamais ressenti une paix comme ça. Voilà. Une paix qui envahissait tout mon être, comme une présence. Alors, je n'ai rien vu, comme je me vois en tous les cas, comme je te vois. Physiquement. Mais au-dedans de moi, c'était comme un songe éveillé, en fait. Alors, est-ce que c'est une révélation? Est-ce que c'est une vision? Est-ce que j'en sais rien, hein. Mais au-dedans de moi, ce que j'ai vu, c'est une image, c'est plutôt un visage qui m'a jamais lâché. Et c'était pas un visage en couleur, c'était plutôt même une ombre. Je vais pas dire comme un fantôme, mais noir et blanc, comme une ombre. Et sur ce visage, il y avait 2 mots, confiance, espérance. Wow. 2 mots qui m'ont jamais lâché après. Moi, je lâche la lame, et je comprends pas ce qui se passe. Oui, bien sûr. La seule chose, c'est que dans mon petit cerveau, je me dis, il y a peut-être quelqu'un pour qui je compte. La notion de compter est très importante. Oui. À ce moment-là, tu en avais besoin. C'est surtout que je pense que je n'avais jamais compté pour quelqu'un. Dans ma petite tête. Oui. Et là, en fait, si en plus je compte pour Dieu, parce que ce visage, pour moi, c'était le visage du Christ. Alors, je sais pas, je suis à un moment donné, en tous les cas, je lâche la lame et je commence à me battre contre tous mes petits démons intérieurs. Hein. Je me suis même fabriqué une croix. Incroyable. Ouais, avec des bouts de... Et tous les jours qui vont suivre derrière, alors c'est idiot ce que je vais vous dire, mais je me mettais comme en position pour prier. Ouais. Moi, je ne savais pas prier, je ne sentais rien du tout. Mais il a fallu ce moment très précis qui m'a sauvé. Oui, c'est ça. Ça a été ta révélation, en fait. Et pour moi, ça a été vraiment... voilà, une libération. Voilà, c'était quelque chose qui m'a sauvé la vie. Voilà. Voilà. Et j'ai cette possibilité de partir très très loin en mission humanitaire, et je pars au Pérou. Et là, je vis, je côtoie la misère, mais la misère, pas de la drogue, la misère des bidonvilles, à Lima, plus grand bidonville à Callao. Et en fait, je trouve là ma vocation. En fait, cette vocation, par rapport à ce monde de la jeunesse, et voilà. Je retourne en France, dans cette communauté. Je m'engage dans cette communauté, dans cette voie. Et c'est une communauté où il y a plusieurs états de vie. Il y a des couples, il y a des religieux, hein, et là, je rencontre l'amour. Donc, j'apprends à aimer parce que j'ai toutes mes blessures, tout mon tout poids. Le sac à dos qui t'accompagne, en fait. Et puis, il y a la maladie qui est là. Oui, bien sûr. Donc, c'est vraiment une folie de l'amour. Ma compagne n'a jamais connu la drogue. Et donc, c'est un choix. Et donc, dans ce choix-là, on met Dieu au centre.
Voilà. Donc on se marie. Voilà, Wow. ça fait 25 ans qu'on Félicitations. Merci beaucoup. Avec 2 enfants. Avec 2 enfants, là aussi, les médecins nous l'ont dit clairement. On était à une époque où le sida, on était tout au début, Au des début, bien traitements, sûr. Et aujourd'hui, j'ai 2 enfants et c'est ma fierté. Ma fille est à l'école d'avocate. Elle a eu son concours d'avocat. Mon fils, c'est un artiste. Il est en musicologie, en université. À avoir l'envie d'écrire des comédies musicales. Il a mis en scène et tout. C'est une telle fierté, voilà. Et c'est vrai que c'est avec mon épouse, c'est un véritable bonheur d'avoir, réussi déjà de s'en sortir. Moi personnellement de la drogue, ça c'est déjà Un miracle, hein, miracle. on peut le dire. Mais surtout aujourd'hui d'être devenu, ce que je suis aujourd'hui, puisque aujourd'hui, ma vie, bien sûr, mon état, je dirais mon devoir d'état, c'est d'être époux, et puis papa. Bon, maintenant mes enfants sont grands, mais mon désir, c'est de pouvoir aider les autres, quoi. Et c'est pour ça que j'ai fondé cette association et dont les agrandir. Peut-être qu'on mettra Bien sûr, si les gens veulent, oui, avec grand plaisir. se connecter à, et puis maintenant, ça fait presque 20 ans que je vais dans les écoles pour sensibiliser, pour donner un message, d'abord un message de vie, un message d'espérance, de foi, et puis aussi de donner quelques pistes pour pas tomber dans toute forme d'addiction qu'on retrouve aujourd'hui, quoi. Bien sûr. Et est-ce que cette femme-là, justement, a été aussi pour vous une source de bénédiction et aussi un moyen pour vous de ne plus jamais retomber, en fait? Complètement. Ah oui, j'imagine. Je ne sais pas qui a dit ça un jour, mais alors attention, il n'y a pas de prétention. Mais derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Vous le confirmez? Ah oui, oui. Ouais, je confirme. Je pense que c'est ça aussi ma force. Et parce que le piège, souvent, quand on est dans des addictions, et particulièrement la drogue, si vous rencontrez quelqu'un qui a été dans la même problématique, souvent la spirale, on peut s'aider, hein, mais souvent on s'attire vers le bas. Alors que mon épouse n'a jamais connu ça, et elle m'a toujours attiré vers le haut. Voilà. Et du coup, malgré aussi ses fragilités, ses peurs, parce que c'est marié avec quelqu'un qui a eu un passé aussi lourd, voilà. Mais en même temps, et puis Dieu étant là, c'est quand même plus facile, parce que c'est pas simple. Surtout que moi, j'étais un écorché vif de l'amour. Exactement. Mais c'est vrai qu'avec l'aide de Dieu, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus simple. Vous avez réussi à trouver une communion, en fait, par rapport à votre amour, et aussi peut-être une manière d'être approuvé par Dieu par rapport à cette union-là de 2 âmes, en fait, qui se rencontrent. Exactement, et je pense que c'est aussi ça, la force du sacrement de mariage, quoi, de la bénédiction et ça a été pour nous une force, et je dirais une force nécessaire encore aujourd'hui. C'est tous les jours. Bien sûr. Mais voilà, et grâce à Dieu, nous sommes heureux. Voilà. Et moi, encore une fois, j'ai beaucoup de projets, et je sais que si Dieu m'a permis de sortir de tout ça, c'est qu'il me permettra d'aider certainement un grand nombre. Et c'est vrai que je vois, il y a beaucoup de jeunes j'ai beaucoup de témoignages, quoi. Et vraiment, c'est une grande fierté de pouvoir se servir de mon passé comme une force. Exactement. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, tu libères la parole au travers de ton histoire avec fierté, c'est ça, parce que certains auraient peut-être été tentés de le cacher par honte, par pudeur, mais là, non, justement, ces faiblesses-là qui ont été au final une force pour toi, à être qui tu es, tu le donnes en fait en cadeau aux autres pour dire, écoutez, moi j'ai vécu ça, voici ce que Dieu m'a fait endurer, et regardez ce que je suis devenue, en fait. Et c'est tout à fait ça, parce que, en fait, c'est incroyable. J'ai des jeunes qui me disent des choses qu'ils n'ont jamais partagées à leurs parents ou à un adulte, et de l'ordre de difficultés, de dépression, de choses. Et en fait,
Oui, ça libère complètement. Et quand la parole est libérée, voilà, on arrive après à quelque part prendre du recul. Exactement. Puisqu'on a réussi à exprimer une émotion et on prend le recul et en prenant du recul, on arrive à avancer. Et comment est-ce que tu peux expliquer la foi dans cette reconstruction-là de toi-même au final? Quelle place ça a eu? Pour moi ou pour d'autres? Pour toi, personnellement. Alors, en fait, pour moi, ça a été l'essence même de ce que je vis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me vois pas 2 secondes vivre sans la foi, sans croire en Dieu. Mm-hmm. Parce que je pense que le vieil homme, il reviendrait très vite. Alors, pas dans la drogue, pas dans des choses comme ça. Mm-hmm. Mais en fait, c'est vraiment mon roc sur lequel je m'appuie. Et c'est aussi en Dieu que je trouve ma joie. Hein. Mm-hmm. Voilà. Et tout à l'heure, je crois qu'on parlait d'une paix. Et cette paix intérieure, elle est justement donnée comme un cadeau de Dieu, parce que je cherche, au travers de la parole, je cherche, même s'il y a des épreuves, des difficultés, à enraciner vraiment mon être en Dieu, et Dieu nous pose, en fait, enfin, il nous permet de, même s'il y a des difficultés, on a tous nos difficultés, mais cette paix intérieure, et pour moi, je dirais, c'est comme on a besoin d'oxygène pour respirer, moi j'ai besoin de cet amour de Dieu, et je ressens cet amour de Dieu. Wow. Et est-ce qu'aujourd'hui, quand tu vois tout le parcours que tu as pu parcourir, justement, est-ce que tu te dis pas un peu que tu es un survivant de la vie, au final? Survivant, ressuscité, miraculé. Oui, je pense que... Alors, moi, ma grande question, c'est pourquoi moi? Ah oui, tu te poses cette question? Et selon toi, pourquoi toi? J'ai pas la réponse. C'est vrai. Est-ce que ce serait pas pour faire ce que tu fais actuellement, peut-être? Certainement, mais est-ce que d'autres n'auraient pas pu le faire aussi bien que moi? C'est une question... Bien sûr, rhétorique, il n'y a pas de... Je crois... Aujourd'hui, je sais que j'ai une légitimité. Longtemps, je n'avais pas de légitimité, pardon. Mais c'est toujours en se disant, mais moi j'ai beaucoup d'amis qui sont morts. Voilà, et pourquoi moi je suis là en vie encore aujourd'hui? Voilà. Après, maintenant, je redonne beaucoup. Oui. Je redonne beaucoup. L'amour de Dieu est gratuit, mais j'ai besoin de redonner. Tu le ressens. Ouais. Je pourrais pas rester tranquillou. Voilà, c'est comme un cadeau qu'on t'a donné qu'il faut que tu transmettes. Et je pense que c'est une reconnaissance, une gratitude en fait. C'est une manière de remercier. Complètement. Enfin, en tous les cas, moi je le vis comme ça. Et mais c'est vrai que pourquoi et puis même pourquoi j'ai crié d'ailleurs. Pourquoi je me suis adressé à Dieu? Ça, c'est des questions que... On n'aura jamais la réponse, malheureusement, mais c'est vrai, pourquoi est-ce que ce nom-là, enfin, c'est cette émotion-là que tu as eue, t'a poussé à appeler à Dieu? C'est quand même incroyable. Une dernière question, Laurent, que dirais-tu à Laurent Gay d'il y a 20 ans? Mon Dieu. Alors... Est-ce que je lui mettrais un petit coup de pied dans le derrière, là? Non, je lui dirais, tu sais, mon grand, t'es précieux. Et au-dedans de toi, il y a un trésor illimité. Il y a un potentiel, parce que ce trésor, c'est un potentiel sans limite. Crois en toi, mon grand. Et voilà, je ne sais pas si ça aurait changé les choses, mais on ne me l'a jamais dit. Et c'est ça qui t'a permis aujourd'hui d'être là où tu es, au travers des personnes que tu as rencontrées. Donc, et des fois, je me le dis encore. C'est vrai, pour te rassurer peut-être parce que il y a toujours la mauvaise, le diable, on l'appelle, qui dit, mais regarde, toi tu vas parler, regarde d'où tu sors. Oui, je vois. Ça, c'est toujours
Le diable, il nous met le passé en pleine face. Exactement. Et c'est pas grave. Dieu, il met le présent au diable. Il dit, regarde, t'as perdu. Exactement. Et c'est ça le plus important. Exactement. Et voilà, ça c'est, je dirais que c'est plus de l'ordre du combat là, spirituel que je vis avec ces attaques qui me... Mais, voilà, tout à l'heure je parlais de légitimité. Ouais. Des fois, est-ce que tu as cette légitimité et, voilà, mais voilà, sinon je fonce. Tu fonces. Et tu as bien raison. En tout cas, Ben, j'essaie, félicitations à toi. Merci pour, beaucoup, merci pour ton avec accueil. grand plaisir. Vraiment, ça a été vraiment une grande joie et j'espère que de nombreuses personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, voilà, pourront être touchées. Ils peuvent me contacter sans problème. On laissera Effectivement, et même si on veut te rejoindre par rapport à ton association, Tout à comment est-ce fait. qu'on peut faire? Et ben voilà, aidons-les à grandir. Donc voilà, ou contacter. Alors contacte les amis de Laurent Gay. Ok. Ça c'est plutôt le site de voilà, mais enfin le site, l'adresse mail. Mais vraiment aidons-les à grandir. Voilà .com. Voilà, ils trouveront. Des informations. Ils tapent Laurent Gay, GAY, Arraché à l'enfer, c'est l'ouvrage le plus connu. Voilà, ils tomberont sur tout un tas de choses. Il y a plein de vidéos. Mais d'abord, celle-ci, il faut regarder celle-ci, la partager. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, en tout cas, vraiment, Laurent Gay, un merci. véritable plaisir de t'écouter. Merci. Et merci de te mettre à nu par rapport à ce beau témoignage, en espérant qu'il puisse toucher et aussi sensibiliser au travers des parcours de vie des personnes qui vont nous regarder. Bon courage à toi. Merci. Et je te souhaite encore plein de belles choses pour la suite. Je te remercie beaucoup. Merci. Merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de Emma. Écoute-moi aussi. Ciao, ciao.